Je sais ce que vous vous demandez. Vous vous interrogez sur cette histoire de mariage à $1 contre un mariage à $1 million. Vous vous creusez la tête, essayant de comprendre s'il s'agit d'une affaire d'argent, d'amour, ou simplement d'un autre drame de village qui a échappé à tout contrôle. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit de tout cela, et bien plus encore. C'est l'histoire de deux jeunes femmes d'une grande beauté, Amara et Amaka, qui se sont retrouvées prises dans une compétition silencieuse qui a duré toute leur vie. Non pas parce qu'elles l'avaient voulu, ni parce qu'elles l'avaient choisi, mais parce que la société, les circonstances et leur entourage avaient décidé que ces deux jeunes femmes devaient toujours être comparées l'une à l'autre. Dès l'instant où elles savaient à peine épeler leur propre nom, la comparaison a commencé. Amara est plus calme, mais Amaka est plus audacieuse. Amaka est plus jolie, mais Amara est plus intelligente. Celle-ci fera un bon mariage, celle-là aura des difficultés. Et ainsi de suite, sans fin, comme un disque rayé que personne ne prenait la peine de réparer. C'est ainsi que ces deux jeunes filles, innocentes, jeunes, essayant simplement de survivre, furent jetées dans une rivalité qu'elles n'avaient jamais demandée. Une compétition qui mènerait à la jalousie, à de sombres secrets, à des rêves brisés et, finalement, au compte du mariage à $1 et du mariage à $1 million. Mais avant d'en arriver à tout ce drame, nous devons commencer par le tout début. À l'époque où leur mère cherchait encore leur chemin dans la vie. À l'époque où un homme nommé Okafor aimait sa femme Agnès si profondément. À l'époque où la trahison était impensable et où l'amitié avait encore un sens. Alors, installez-vous confortablement, car cette histoire est longue, dramatique et pleine de rebondissements inattendus. Commençons. Il y a de nombreuses années, dans le village d'Ekilobia, vivait un homme du nom d'Okafor. Okafor n'était pas n'importe quel homme. C'était l'homme du village. Le genre d'homme dont on prononçait le nom avec déférence. Le genre d'homme qui possédait tant de palmiers que si vous tentiez de les compter, vous abandonneriez probablement à mi-chemin pour aller faire une sieste. Le genre d'homme dont le commerce d'huile de palme était si prospère que les gens murmuraient qu'il devait avoir signé un pacte avec les dieux de la prospérité. Mais Okafor se contentait de rire, d'un rire profond, chaleureux et sincère, et disait « Ah non, c'est juste le fruit d'un travail acharné et de la grâce de Dieu, mes amis, rien de plus. » Et en vérité, Okafor était un travailleur infatigable. Chaque matin, bien avant que le coq ne songe même à chanter, Okafor était déjà dans sa plantation, inspectant ses palmiers, vérifiant les fruits, s'assurant que tout était en ordre. Il traitait ses arbres comme s'ils étaient ses propres enfants. Si un arbre semblait triste, Okafor se tenait là, les mains sur les hanches, secouant la tête comme un père déçu. « Pourquoi ne produis-tu pas comme tes frères, hein? Quel est le problème ?» Oui, il parlait à ses arbres. Mais le véritable trésor dans la vie d'Okafor, la seule chose qui le faisait sourire même dans ses pires jours, ce n'était ni ses palmiers, ni sa richesse débordante. C'était sa femme, Agnès. Oh, Agnès. Si vous avez déjà rencontré une personne si douce, si discrète, si incroyablement silencieuse que vous vous demandiez si elle était allergique au bruit, alors vous comprendriez Agnès. Cette femme était si calme, si réservée, que même le sol semblait marcher sur la pointe des pieds autour d'elle. Je ne plaisante pas. Quand Agnès marchait, c'était comme si elle s'excusait auprès de la terre de la foulée. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Son pagne ne bruissait pas comme celui des autres femmes. Même sa respiration était polie. Si vous vous teniez à 1 mètre d'Agnès et qu'elle vous saluait, vous n'entendriez rien. « Bonjour », chuchotait-elle. « Pardon, qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit bonjour. »« Plus fort, ma sœur, je ne vous entends pas. » Et Agnès se contentait de sourire timidement et de répéter, toujours de cette voix douce comme un murmure qui vous obligeait à vous pencher comme pour saisir un secret. Les villageois disaient en plaisantant que si vous vouliez savoir à quoi ressemblait le silence, il suffisait de se tenir à côté d'Agnès pendant 5 minutes. Mais Okafor l'aimait profondément, follement, entièrement. Il aimait la façon dont elle souriait quand elle était timide, un sourire doux, tendre, comme le lever du soleil perçant les nuages. Il aimait qu'elle n'élève jamais la voix, ne se plaigne jamais, ne cause jamais de problème. Il aimait sa façon de traverser la vie comme une rivière tranquille, imperturbable face au chaos environnant. Agnès est ma paix, disait Okafor à ses amis. Dans ce monde bruyant, elle est mon havre de silence. Et c'était vrai. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite. Okafor s'occupait de la culture et de la production de l'huile de palme. Agnès s'occupait de la vente. Et laissez-moi vous dire que les gens adoraient acheter à Agnès. Pourquoi ? Parce qu'elle était honnête, juste, bienveillante. Elle ne trompait jamais personne. Elle ne surfacturait jamais. Elle ne se mettait jamais en colère. Même lorsque les clients tentaient de négocier des prix ridicules. « Madame Agnès, cette huile est trop chère. Pouvez-vous baisser un peu le prix ?
Agnès souriait simplement. C'est d'accord. Je vais le réduire pour vous. Ah, merci, madame. Vous êtes trop bonne. Même quand les gens étaient ouvertement grossiers, criant, se plaignant, agissant comme si Agnès avait personnellement offensé leurs ancêtres, elle souriait, hochait la tête et rentrait chez elle. Et Okafor était son défenseur, son soldat, son protecteur. Si quiconque osait manquer de respect à sa femme, Okafor apparaissait tel un rempart. Vous voulez crier sur ma femme? Venez donc crier sur moi. Que je vous entende. Personne n'osait, car Okafor connaissait la femme qu'il avait épousée. Il savait qu'Agnès était douce, mais pas faible, silencieuse, mais pas sotte, discrète, mais pas stupide. Et il la protégeait de toutes ses forces. Mais malgré tout cet amour, toute cette richesse, ce magnifique partenariat qu'ils avaient bâti ensemble, il y avait un éléphant au milieu de la pièce. Un éléphant énorme, pesant, impossible à ignorer, la santé d'Agnès. Agnès avait toujours été une femme maladive. Pas le genre de maladie spectaculaire où l'on se croit mourant toutes les 5 minutes. Non, la maladie d'Agnès était silencieuse, tout comme elle. Elle s'insinuait lentement, subtilement, comme une ombre que l'on ne remarque pas avant qu'elle ne soit juste derrière vous. Certains jours, elle allait bien, souriante, cuisinant, travaillant, se déplaçant comme si de rien n'était. D'autres jours, elle pouvait à peine sortir du lit. Son corps devenait une prison de douleur, sa tête martelée par une migraine incessante, sa poitrine se resserrant au point que respirer ressemblait à une tentative d'inhaler à travers une paille. Elle passait des heures allongées, fixant le plafond, se demandant pourquoi son propre corps la trahissait. Et le pire, c'est que cela arrivait tout le temps. Tous les 4 jours de marché, tous les 8 jours de marché, chaque semaine, avec la régularité d'une horloge, la maladie revenait. Parfois légère, parfois insupportable. Okafor fit tout ce qu'il put. Il l'emmena voir des herboristes, des guérisseurs traditionnels, des maisons de prière, des églises, partout. « S'il vous plaît, aidez ma femme », suppliait-il. « Elle souffre. » On lui donnait des herbes à boire, des huiles pour frictionner son corps, des prières à réciter. Et pendant un temps, les choses semblaient s'améliorer. Mais la maladie revenait toujours. Toujours. Et au fond d'elle, Agnès savait quelque chose qui la terrifiait plus que la maladie elle-même. Elle ne pourrait peut-être jamais donner d'enfant à Okafor. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage. 5 longues années d'espoir, de prière, d'attente, mais aucun enfant n'était venu. Au début, les villageois étaient patients. « Ah, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Le temps de Dieu est le meilleur. » Mais à mesure que les années passaient, les murmures commencèrent. 5 ans et pas d'enfant. Ah, c'est peut-être la maladie. Vous savez, elle est toujours malade. Pauvre Okafor. Un si bon homme. Mais sa femme ne peut pas lui donner de descendance. Agnès entendait les murmures. Chacun d'eux. Et il lui brisait le cœur. Non pas parce qu'elle se souciait de ce que pensaient les villageois. Agnès avait depuis longtemps cessé de se préoccuper des commérages. Mais parce qu'elle se souciait d'Okafor. Okafor qui n'avait été que bonté pour elle. Okafor qui la défendait quand on se moquait de son silence. Okafor qui l'aimait même quand son corps la lâchait. Et s'il passait le reste de sa vie seul à cause d'elle? Et s'il mourait sans enfant pour porter son nom? Et si elle était la cause de la fin de sa lignée? Cette pensée la hantait chaque jour. Ainsi, un soir, après qu'une nouvelle crise de maladie l'eût laissée faible et épuisée, Agnès prit une décision. Une décision qui allait tout changer. C'était une soirée paisible, le genre de soir où le soleil se couchait paresseusement, peignant le ciel de nuances orangées et roses. Le genre de soir où le monde semblait ralentir un peu. Okafor venait de rentrer de la plantation. Il était fatigué mais de bonne humeur, fredonnant un air en se lavant les mains dehors. Agnès était assise sur un tabouret bas dans leur petit salon, les mains jointes sur ses genoux, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait répété cette conversation 100 fois dans sa tête, mais maintenant que le moment était venu, les mots lui semblaient lourds. Impossible. Mon mari, appela-t-elle doucement. Okafor leva les yeux, surpris. Agnès initiait rarement les conversations. Oui, mon amour. Il s'essuya les mains et vint s'asseoir à côté d'elle. Tu te sens bien? Tu as besoin de quelque chose? Agnès secoua la tête. Non, je dois te parler de quelque chose. Le visage d'Okafor devint sérieux. Qu'y a-t-il? Agnès prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. Je veux que tu épouses une autre femme. Silence. Un silence total, assourdissant. Okafor cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Puis il se mit à rire,
un rire nerveux, confus. De quoi parles-tu, Agnès? Épouser une autre femme? Pourquoi ferais-je cela? La voix d'Agnès était à peine un murmure. Mon corps. Il n'est pas assez fort. Je ne pense pas que je pourrais te donner un enfant, et je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne veux pas que tu sois seul. Le visage d'Okafor s'assombrit, non pas de colère, mais d'une émotion plus profonde. De la peine. Agnès, sa voix était ferme maintenant. Arrête de parler comme ça. Tu ne vas nulle part. Tu m'as promis l'éternité. As-tu oublié? Je n'ai pas oublié, mais... Pas de mais. Okafor se leva, faisant les 100 pas. Je me fiche que nous ayons 10 enfants ou aucun enfant. Tu es ma femme. Tu me suffis. Je n'épouserai pas une autre femme. Fin de la discussion. Mais Agnès n'avait pas terminé. S'il te plaît, murmura-t-elle, des larmes coulant maintenant sur son visage. S'il te plaît, mon mari, j'y ai réfléchi. Mon ami, Ajoma. Tu peux l'épouser. Okafor se figea. Ajoma? Oui. Agnès hocha la tête rapidement. C'est une bonne femme, travailleuse. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes comme des sœurs. Si tu l'épouses, au moins cela reste entre nous. Au moins, je sais qu'elle prendra soin de toi. Okafor regarda sa femme, sans voix, et pour la première fois de leur mariage, il vit dans ses yeux quelque chose qui le terrifia. La peur. Pas la peur de la mort, mais la peur de le laisser seul. Okafor refusa. Pas une fois, pas 2 fois, mais à chaque fois qu'Agnès abordait le sujet. Et Agnès, elle l'abordait souvent. Chaque soir, à chaque moment de calme qu'ils partageaient. Chaque fois que la maladie la terrassait et qu'elle restait au lit, toussant, tremblant, luttant pour respirer. Mon mari, s'il te plaît, pense-y. Agnès, j'ai dit non. La voix d'Okafor était ferme, mais ses yeux. Ses yeux étaient remplis de douleur. Parce qu'il savait ce qu'Agnès était en train de faire. Elle ne renonçait pas à leur mariage. Elle se préparait au pire. Elle essayait de s'assurer qu'il ne serait pas seul quand elle ne serait plus là. Mais Okafor n'était pas prêt à accepter cette réalité. Il ne le pouvait pas, car l'accepter signifiait accepter qu'il pourrait la perdre. Et cette pensée, cette horrible pensée déchirante, était trop insupportable. Pourtant, Agnès n'arrêta pas. Elle supplia, elle plaida, elle pleura. Et chaque jour, sa santé semblait se détériorer, comme si son corps lui donnait raison. Certains matins, Okafor se réveillait et trouvait Agnès assise au bord du lit, toussant dans un linge. Et quand elle retirait le linge, il y avait du sang. Du sang. Elle le cachait rapidement, pensant qu'Okafor ne le voyait pas, mais il voyait. Il voyait tout, et cela le terrifiait. Les mois passèrent, et lentement, douloureusement, la résistance d'Okafor commença à se fissurer. Non pas parce qu'il voulait une autre femme, non pas parce qu'il avait cessé d'aimer Agnès, mais parce qu'il voyait la peur dans ses yeux chaque jour. La peur qu'elle meure et le laisse seul. La peur qu'il passe le reste de sa vie sans enfant, solitaire et brisé. Et il ne supportait pas de la voir souffrir ainsi. Alors, un soir, après une énième série de supplications, Okafor soupira enfin, passa ses mains sur son visage et prononça les mots qu'Agnès attendait d'entendre. D'accord. Agnès leva brusquement les yeux. D'accord, j'épouserai Ajoma. Pendant un instant, Agnès le fixa. Et puis, contre toute logique, elle sourit. Un vrai sourire, sincère, soulagé. Merci, murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Merci, mon mari. Tu ne le regretteras pas. Je te le promets. Mais Okafor. Okafor ne sourit pas. Parce qu'au fond de lui, il le regrettait déjà. Parlons maintenant d'Ajoma. Ajoma et Agnès étaient amies depuis l'enfance. Elles avaient grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles, joué aux mêmes jeux, partagé les mêmes secrets. Elles étaient si proches que les villageois les appelaient souvent les sœurs. Agnès et Ajoma, ces deux-là sont inséparables. Et c'était vrai. Où qu'allait Agnès, Ajoma suivait. Où qu'allait Ajoma, Agnès était à ses côtés. Elles étaient les meilleures amies du monde. Mais il y avait un tout petit, mais énorme, problème. Ajoma avait toujours été jalouse d'Agnès. Oh, elle le cachait bien, souriant gentiment, riant au bon moment, disant toutes les bonnes choses. Mais au fond de son cœur, dans les recoins secrets que personne ne pouvait voir, Ajoma enviait tout dans la vie d'Agnès. Elle enviait le calme d'Agnès. Elle enviait la beauté d'Agnès. Elle enviait la façon dont les gens parlaient d'Agnès avec tant de respect et d'admiration. Mais par-dessus tout, elle enviait Okafor. Okafor, avec sa richesse, ses palmiers, son commerce florissant,
sa gentillesse, sa loyauté. Ajoma avait observé depuis la touche comment Agnès épousait cet homme incroyable. Elle avait assisté au mariage, souri, applaudi, leur avait souhaité le meilleur. Mais à l'intérieur, elle avait pensé, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Et maintenant, des années plus tard, Agnès lui offrait son mari sur un plateau d'argent. Ajoma pouvait à peine en croire sa chance. Lorsqu'Agnès aborda Ajoma avec l'idée pour la première fois, Ajoma fit semblant d'être choquée. Quoi? Épouser Okafor? Agnès, es-tu sérieuse? Oui, dit doucement Agnès en tenant les mains de son amie. Je suis sérieuse. Je sais que mon corps me lâche. Je ne sais pas combien de temps il me reste, et je ne veux pas qu'Okafor soit seul. S'il te plaît, ma sœur, fais ça pour moi. Ajoma afficha son meilleur visage préoccupé. Mais Agnès, c'est ton mari. Je ne peux pas. Tu le peux, dit Agnès en lui serrant les mains. Tu es comme une sœur pour moi. Si quelqu'un doit prendre soin de lui quand je ne serai plus là, je veux que ce soit toi. S'il te plaît. Ajoma hésita juste assez longtemps pour paraître convaincante, puis hocha lentement la tête. D'accord, murmura-t-elle. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Pour toi. Agnès sourit, les larmes aux yeux. Merci, ma sœur. Merci. Mais si Agnès avait pu voir le sourire qui se dessina sur le visage d'Ajoma dès qu'elle tourna le dos, elle aurait su. Ce n'était pas un acte d'amour fraternel. C'était une opportunité, et Ajoma allait en profiter pleinement. Le mariage fut modeste, calme, presque sombre. Non pas parce qu'ils avaient honte, mais parce que le cœur d'Okafor n'y était pas. Il accomplit les gestes, paya la dot, effectua les rituels nécessaires, accueillit Ajoma dans sa maison. Mais son esprit était ailleurs. Son esprit était avec Agnès. Agnès, qui était assise dans un coin pendant toute la cérémonie, souriant doucement, feignant d'être heureuse. Agnès, qui avait renoncé à sa place d'unique épouse pour qu'Okafor ne soit pas seul. Agnès, qui se mourait lentement et essayait de préparer tout le monde à un avenir sans elle. Après la cérémonie, Agnès fit quelque chose qui choqua tout le monde. Elle céda ses quartiers, la maison principale, la plus grande chambre, l'espace confortable qu'elle avait partagé avec Okafor pendant des années. Elle donna tout à Ajoma. Tu es la nouvelle épouse, dit doucement Agnès. Tu devrais avoir les quartiers principaux. Je déménagerai dans le plus petit. Les yeux d'Ajoma brillèrent. Es-tu sûre, ma sœur? Oui, acquiesça Agnès. J'en suis sûre. Et c'est ainsi qu'Ajoma emménagea dans la maison principale, dans l'espace d'Agnès, dans la vie d'Agnès. Et elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Quelques mois plus tard, un événement que tout le monde attendait se produisit. Ajoma tomba enceinte. La nouvelle se répandit dans la concession comme une traînée de poudre. Ajoma est enceinte. Dieu est grand. Enfin, Okafor aura un enfant. Tout le monde était excité. Les villageois, la famille, même Agnès. Agnès sourit en apprenant la nouvelle. Un vrai sourire sincère. Dieu merci, murmura-t-elle. Au moins, Okafor aura un enfant. Au moins, il ne sera pas seul. Mais Okafor? Okafor n'était pas aussi ravi que tout le monde s'y attendait. Oui, il était heureux de la grossesse, mais il était aussi tiraillé. Car chaque fois qu'il regardait Ajoma, il voyait la façon dont elle se comportait maintenant. La façon dont elle se pavanait dans la concession, comme si elle en était la propriétaire. La façon dont elle regardait Agnès, sa première femme, la femme qui l'avait fait entrer dans cette maison, avec un dédain à peine dissimulé. Un jour, Okafor passa devant les quartiers d'Ajoma et entendit sa voix, vive et moqueuse. Femme stérile, chose maladive. Elle n'a même pas pu lui donner un seul enfant. Et maintenant, elle agit comme si elle lui avait rendu service en me faisant venir ici. Okafor se figea, son sang ne fit qu'un tour. Mais avant qu'il ne puisse entrer et la confronter, il entendit la voix douce d'Agnès. C'est bon, Ajoma. Je comprends que tu sois contrarié, mais s'il te plaît, ne nous disputons pas. Le cœur d'Okafor se brisa. Agnès défendait la femme qui l'insultait. Et c'est à ce moment-là qu'Okafor réalisa une chose douloureuse. Ajoma n'était pas la femme qu'Agnès pensait qu'elle était. À partir de ce jour, Okafor prit une décision. Quoi qu'il arrive, peu importe le nombre d'enfants qu'Ajoma lui donnerait, Agnès passerait toujours en premier. Elle était son premier amour, son véritable amour, la femme qui avait tout sacrifié pour lui, et il honorerait cela. Ainsi, même si Ajoma était enceinte, même si elle portait son enfant, Okafor passait le plus clair de son temps dans les quartiers d'Agnès. Il cuisinait pour elle, lui apportait ses médicaments, s'asseyait à son chevet quand elle était trop faible pour se tenir debout, lui tenait la main quand la maladie s'aggravait.
Et Ajoma détestait ça. Elle s'asseyait dans ses quartiers luxueux, ce qu'Agnès lui avait donné, et bouillait de rage. Pourquoi est-il toujours avec elle? C'est moi qui porte son enfant. C'est moi qui vais lui donner un héritier. Alors pourquoi l'aime-t-il toujours plus? L'amertume grandissait de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à devenir quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Et puis, juste au moment où tout le monde pensait que les choses ne pouvaient pas être plus compliquées, un événement que personne, absolument personne n'attendait, se produisit. Agnès tomba enceinte. Agnès, la femme que tout le monde disait trop malade pour concevoir. La femme qui avait passé 5 ans sans enfant, la femme qui avait perdu tout espoir. Elle était enceinte. Au début, Agnès pensa que c'était juste sa maladie qui reprenait le dessus. Les nausées, les vertiges, l'épuisement. C'est comme d'habitude, se disait-elle. Mais lorsque l'herboriste du village le confirma, Agnès n'en crut pas ses oreilles. Tu portes un enfant, dit la vieille femme en souriant. Félicitations, ma fille. Agnès fondit en larmes. Des larmes de soulagement, d'incrédulité. Après toutes ces années, après toute la douleur, après tous les doutes, Dieu s'était souvenu d'elle. Quand Okafor apprit la nouvelle, il ne pleura pas seulement. Il sanglota. Il tint Agnès dans ses bras et pleura comme un enfant, remerciant Dieu encore et encore. Tu vois, murmura-t-il, la voix tremblante. Tu vois, Agnès, tu n'as jamais été stérile. Dieu nous préparait juste quelque chose de spécial. Agnès sourit à travers ses larmes. Merci, mon mari. Merci de n'avoir jamais perdu espoir en moi. C'était un moment magnifique, un moment parfait. Mais de l'autre côté de la concession, dans les quartiers principaux, quelqu'un d'autre avait entendu la nouvelle, et elle n'était pas heureuse. Ajoma était assise sur son lit, les poings serrés, tout son corps tremblant de fureur. Agnès est enceinte. Agnès, la stérile, la maladive, celle qui était censée s'effacer et laisser Ajoma briller. Cette Agnès-là était maintenant enceinte. Non. Non. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Ajoma était censée être l'héroïne de cette histoire. Elle était censée être celle qui donnerait à Okafor son premier enfant, celle qui assurerait sa postérité, celle qui prendrait la tête de la maisonnée. Mais maintenant l'enfant d'Agnès serait en compétition avec le sien. Et connaissant Okafor, connaissant son amour pour Agnès, cet enfant aurait probablement tout. La mâchoire d'Ajoma se crispa. Non, je ne laisserai pas faire ça. Elle posa une main sur son ventre rond et fit un vœu silencieux. L'enfant d'Agnès ne prendra pas ce qui appartient au mien. Et c'est à ce moment-là que les ténèbres commencèrent véritablement à s'installer. Ajoma ne pouvait pas dormir. Nuit après nuit, elle restait allongée dans son lit, le lit qui avait appartenu à Agnès, fixant le plafond, son esprit agité par des pensées sombres et tordues. Agnès est enceinte. Agnès, la maladive, porte un enfant. Et si c'est un garçon? Et si Okafor aime cet enfant plus que le mien? Et si tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai manigancé, m'est arraché par cette femme? Ces pensées la consumaient comme des termites rongeant le bois, lentement, inexorablement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une amertume creuse. Et puis, une nuit, une pensée s'insinua dans son esprit, une pensée terrible, maléfique, impardonnable. Et si Agnès n'accouchait jamais de cet enfant? Ajoma se redressa dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Non, non, elle ne pouvait pas. N'est-ce pas? Elle pressa ses mains contre son ventre, sentant son propre bébé donner des coups. Elle était déjà enceinte de 6 mois. Son ventre était rond et plein. Tout le village parlait déjà de la façon dont elle donnerait à Okafor son premier enfant. Mais si Agnès accouchait la première, ou pire, si Agnès accouchait d'un garçon? Les poings d'Ajoma se serrèrent. Non, je dois faire quelque chose. Le lendemain matin, alors qu'Okafor était à la plantation et qu'Agnès se reposait dans ses quartiers, Ajoma se glissa discrètement hors de la concession. Elle se dirigea vers la lisière du village où vivait la vieille herboriste. Pas la gentille herboriste qui aidait les femmes enceintes et les enfants malades. Non, l'autre. Celle qui traitait des affaires dont on ne parlait pas en plein jour. L'herboriste était une vieille femme à la peau comme du cuir séché et aux yeux qui semblaient vous transpercer. Elle était assise devant sa hutte, broyant des herbes dans un mortier, fredonnant un air qui ressemblait plus à une malédiction qu'à une chanson. Quand elle vit Ajoma approcher, elle sourit. Un sourire lent et entendu qui donna la chair de poule à Ajoma. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit la vieille femme. Ajoma se figea. « Vous m'attendiez » L'herboriste gloussa. « Je peux sentir la jalousie à 1 kilomètre, ma fille. Et la tienne ? Elle est si bruyante qu'elle m'a réveillée il y a 3 nuits.
Ajoma déglutit difficilement. J'ai besoin de quelque chose. Bien sûr que tu en as besoin. La vieille femme posa son mortier et fit signe à Ajoma de s'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour que ton mari t'aime davantage? Une potion pour faire disparaître ta coépouse? Ajoma hésita. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, elle dit, je veux que son enfant disparaisse. Le sourire de l'herboriste s'élargit. Ah, je vois. Elle se leva lentement, ses articulations craquant comme du vieux bois, et disparut dans sa hutte. Quelques instants plus tard, elle revint avec un petit pot en argile. Ceci, dit-elle en le tendant à Ajoma, est ce dont tu as besoin. Mélange-le à sa boisson. Juste un peu. Pas trop, sinon ce sera évident. Juste assez pour affaiblir la grossesse. Ajoma fixa le pot, les mains tremblantes. Est-ce que ça la tuera? L'herboriste haussa les épaules. Cela dépend de la quantité que tu utilises et de sa force. Mais l'enfant ne survivra pas. Le cœur d'Ajoma battait la chamade. C'était mal. Elle savait que c'était mal. Mais la pensée que l'enfant d'Agnès lui prenne tout, sa position, sa sécurité, son avenir était insupportable. Elle prit le pot. Merci, murmura-t-elle. L'herboriste sourit. Ne me remercie pas encore, ma fille. Remercie-moi quand tu auras ce que tu veux. Quelques jours plus tard, Ajoma passa à l'acte. C'était un après-midi calme. Okafor était parti au marché pour vendre de l'huile de palme. Agnès se reposait dans ses quartiers. Sa grossesse avait été difficile jusqu'à présent. Son corps, déjà faible, peinait à supporter le poids de l'enfant qu'elle portait. Ajoma le savait, et elle comptait bien aggraver les choses. Elle prépara une infusion, douce, aromatique, avec un mélange d'herbes censées être bénéfiques pour les femmes enceintes. Gingembre, citron, un peu de miel. Puis, quand personne ne regardait, elle ouvrit le petit pot en argile que l'herboriste lui avait donné et versa une infime quantité de la substance sombre et huileuse dans l'infusion. Juste un peu, pas assez pour que ce soit évident, mais assez pour faire le travail. Elle remua soigneusement, les mains tremblantes, le cœur battant. C'est pour mon enfant, se dit-elle. C'est pour protéger mon avenir. Puis elle apporta l'infusion dans les quartiers d'Agnès. Agnès était assise sur sa natte, le dos appuyé contre le mur, la main posée sur son petit ventre arrondi. Elle avait l'air fatiguée, pâle, mais quand elle vit Ajoma, elle sourit. « Ma sœur, dit-elle doucement, tu es venue me rendre visite. » Ajoma força un sourire. « Bien sûr. Comment te sens-tu? » « Fatiguée, admit Agnès. Mais heureuse. Je n'arrive pas à croire que je vais enfin être mère. » La mâchoire d'Ajoma se crispa, mais elle continua de sourire. « Je sais. C'est une bénédiction. C'est pourquoi je t'ai apporté ceci. » Elle leva la tasse d'infusion. « Je l'ai préparée spécialement pour toi. C'est bon pour la grossesse. Gingembre, citron, miel. Ça aidera contre les nausées. » Les yeux d'Agnès s'illuminèrent. « Oh, merci, ma sœur. Tu es si gentille. » Elle tendit la main vers la tasse et le cœur d'Ajoma faillit s'arrêter. Ça y est. C'est le moment. Agnès porta la tasse à ses lèvres et but une gorgée. Puis une autre, puis encore une autre, et en quelques minutes, toute la tasse fut vide. Ajoma regardait, le visage soigneusement neutre, ses entrailles se tordant de culpabilité et d'anticipation. C'était délicieux, dit Agnès en souriant. Merci beaucoup, Ajoma. Tu es une si bonne amie. Ajoma hocha la tête, raide. Tout pour toi, ma sœur. Et puis elle partit rapidement, avant qu'Agnès ne puisse voir l'expression sur son visage. Cela commença quelques heures plus tard. Agnès était allongée, somnolent, quand elle le sentit. Une douleur vive et soudaine dans le bas-ventre. Elle haleta, pressant sa main contre son ventre. La douleur revint, plus aiguë cette fois, plus intense. Et puis elle sentit une humidité. Elle baissa les yeux et vit du sang s'infiltrer à travers son pagne. Du sang. Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent d'horreur. Non, murmura-t-elle. Non, 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 non. Elle essaya de se lever, mais ses jambes la lâchèrent. Elle s'effondra sur le sol, criant de douleur. Okafor, cria-t-elle, sa voix faible et tremblante. Okafor, aide-moi. Mais Okafor était toujours au marché. Et la seule personne qui entendit ses cris fut Ajoma. Ajoma qui se tenait devant les quartiers d'Agnès, écoutant. Ajoma qui sentit une lueur de culpabilité. Juste une lueur, qu'elle repoussa. C'est fait, pensa-t-elle. C'est enfin fait. Mais alors elle entendit des pas.
Okafor courait. D'une manière ou d'une autre, bien qu'étant au marché, bien qu'étant loin, il l'avait senti. Cet instinct, cette attraction, ce terrible pressentiment que quelque chose n'allait pas. Il laissa tout tomber et courut à la maison. Et quand il franchit la porte et vit Agnès sur le sol, saignant, tremblant, pleurant, son monde s'arrêta. Agnès. Il se précipita à ses côtés, la prenant dans ses bras. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, sanglota Agnès. J'allais bien. Et puis la douleur, le sang. Okafor n'attendit pas. Il la porta hors de la concession, criant à l'aide, courant vers la hutte du guérisseur du village aussi vite que ses jambes le pouvaient le porter. Et derrière lui, debout à l'entrée des quartiers principaux, Ajoma regardait. Son visage était vide. Son cœur était froid. Et au fond d'elle, elle espérait que cela avait fonctionné. Le guérisseur du village était un vieil homme nommé Masi Okoro. Il avait mis au monde la moitié des bébés d'Equilobia et traité plus de maladies qu'il ne pouvait en compter. Quand Okafor déboula dans sa hutte en portant Agnès, Masi Okoro ne posa pas de questions. Il se mit simplement au travail. Il allongea Agnès sur une natte, l'examina rapidement, puis commença à préparer des herbes, à chanter des prières, faisant tout ce qu'il pouvait pour arrêter l'hémorragie. Okafor se tenait dans un coin, les poings serrés, tout son corps secoué de tremblements. « S'il te plaît, murmura-t-il. S'il te plaît, mon Dieu, ne me les prends pas. S'il te plaît. » Les heures passèrent, de longues heures angoissantes. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, Masi Okoro se releva et s'essuya les mains. Okafor se précipita. « Est-ce qu'elle ?» Masi Okoro hocha lentement la tête. « Elle est en vie. Le bébé aussi, mais de justesse. » Les genoux d'Okafor fléchirent de soulagement. « Dieu merci. Dieu merci. » Mais Masi Okoro continua, le visage grave. Quoi que ce soit qui ait causé cela, ce n'était pas naturel. Okafor se figea. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, dit le vieil homme avec précaution, que quelque chose qu'elle a consommé a déclenché cela. Quelque chose qui ne devrait pas se trouver dans le corps d'une femme enceinte. » Le sang d'Okafor se glaça. « Vous dites que quelqu'un lui a fait ça ?» Masi Okoro ne répondit pas directement, mais le regard dans ses yeux disait tout. La mâchoire d'Okafor se crispa. « Qui ?» gronda-t-il. « Qui ferait une chose pareille ?» Mais au fond de lui, il savait déjà. Quand Okafor rentra chez lui cette nuit-là, portant une Agnès faible et épuisée dans ses bras, il n'alla pas dans les quartiers d'Ajoma. Il ne lui adressa pas la parole. Il ne la regarda même pas. Il emmena Agnès dans ses petits quartiers, l'allongea doucement sur la natte et s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Je ne te quitte pas, » murmura-t-il. « Plus jamais. » Agnès sourit faiblement. « Le bébé ?»« Le bébé va bien, » dit Okafor, bien que sa voix tremblât. « Vous allez bien tous les deux. »« Mais Agnès, qu'as-tu mangé aujourd'hui? Que as-tu bu ?» Agnès fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Juste comme d'habitude. »« Et oh, Ajoma m'a apporté une infusion. Elle a dit que c'était bon pour la grossesse. » Le corps entier d'Okafor se raidit. « Une infusion? Oui. Gingembre, citron, miel. Ça avait bon goût. » Okafor ne dit rien, mais à l'intérieur, un feu montait. Un feu lent, plein de rage. Cette nuit-là, Okafor prit une décision. Il protégerait Agnès, quoi qu'il arrive. À partir de ce jour, il ne laissa plus personne préparer à manger ou à boire pour elle. Il cuisinait lui-même. Il allait lui-même chercher l'eau à la source. Il goûtait tout avant qu'elle ne mange. Et quand on lui demandait pourquoi, il souriait simplement et disait « Je veux prendre soin de ma femme ». Mais Ajoma savait. Elle voyait la façon dont Okafor la regardait maintenant, avec suspicion, avec méfiance. Et elle réalisa avec une terreur croissante que son plan avait échoué. Agnès était toujours en vie. Le bébé était toujours en vie. Et maintenant, Okafor surveillait chacun de ses mouvements. Les mois qui suivirent furent tendus. Si la tension était une personne, elle vivrait gratuitement dans la concession d'Okafor, mangeant 3 repas par jour et refusant de partir. Okafor était devenu le garde du corps personnel d'Agnès. Il préparait ses repas, allait chercher son eau, restait à ses côtés comme un soldat gardant un trésor. Et chaque fois qu'Ajoma songeait même à s'approcher d'Agnès avec ne serait-ce qu'une tasse d'eau, Okafor apparaissait de nulle part, comme un esprit. « Je m'en occupe », disait-il, sa voix froide et plate. Et Ajoma battait en retraite, fumante de rage. Elle voulait crier. Elle voulait jeter des objets. Elle voulait marcher jusqu'à Okafor et exiger qu'il cesse de la traiter comme une criminelle. Mais elle ne le pouvait pas,
car au fond d'elle, elle était une criminelle. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait le sentiment qu'Okafor le savait. Alors, elle s'asseyait dans ses quartiers, les quartiers luxueux et spacieux qu'Agnès lui avait donnés, et fulminait en silence. Pendant ce temps, sa propre grossesse se déroulait sans accroc. Trop bien, si vous demandez aux commères du village. Ajoma est resplendissante. Regardez son ventre. Si rond et parfait. Cet enfant sera fort, je vous le dis. Ajoma souriait et acceptait les compliments. Mais à l'intérieur, elle était toujours amère. Car peu importe la perfection de sa grossesse, peu importe les éloges des villageois, un fait demeurait. Okafor aimait toujours plus Agnès. Et cela la rendait folle. 3 mois avant le terme d'Agnès, Ajoma entra en travail. Ce fut une affaire dramatique, bien sûr. Ajoma s'en assura. Elle cria assez fort pour réveiller les ancêtres. Elle serra si fort les mains de la sage-femme que la pauvre femme a probablement eu besoin d'une nouvelle paire de mains après. Elle en fit toute une production cinématographique. Et après plusieurs heures de travail bruyant et théâtral, Ajoma donna naissance à une fille. Une belle et saine petite fille. La sage-femme nettoya le bébé, l'enveloppa dans un linge et le tendit à Ajoma avec un sourire. « Félicitations, maman. Vous avez une fille. » Ajoma fixa le bébé dans ses bras. Une fille. Pas un fils. Une fille. Pendant un instant, elle ne dit rien, fixant simplement le petit nourrisson qui se tortillait avec une expression difficile à déchiffrer. Et puis, très doucement, elle murmura, « Une fille. » La sage-femme, inconsciente de la déception d'Ajoma, frappa dans ses mains. « Oui, une belle fille. Comment l'appellerez-vous » Ajoma l'entendit à peine. Tout à quoi elle pouvait penser, c'était qu'elle avait passé des mois à prier, à jeûner, à boire d'étranges décoctions, à manger des grenouilles séchées et des intestins de lézard. Ne demandez pas, tout cela dans l'espoir d'avoir un garçon. Un fils. Un héritier. Quelqu'un qui hériterait de la richesse d'Okafor et assurerait sa position de mère du premier-né. Mais à la place, elle avait une fille. Une fille qui, dans la culture traditionnelle, n'hériterait de rien. Une fille qui ne porterait pas le nom de la famille. Une fille qui, dans l'esprit d'Ajoma, était inutile. Amaka, dit-elle finalement, sa voix plate. Son nom est Amaka. La sage-femme sourit. Un beau nom pour une belle fille. Mais Ajoma ne sourit pas, car tout à quoi elle pouvait penser était Agnès. Agnès qui était toujours enceinte. Agnès qui pourrait, Dieu nous en préserve, donner naissance à un garçon. Et si cela arrivait, Ajoma perdrait tout. Quand Okafor apprit qu'Ajoma avait accouché, il vint lui rendre visite. Non par excitation, non par joie, mais par devoir. Il se tint à l'entrée des quartiers d'Ajoma, les mains dans les poches, le visage soigneusement neutre. « Félicitations », dit-il sèchement. Ajoma leva les yeux vers lui, tenant la petite Amaka dans ses bras. « Merci. » Il y eut un silence gênant. Okafor regarda le bébé. Le bébé le regarda, et pendant un bref instant, quelque chose s'adoucit dans ses yeux. Elle était belle, minuscule, innocente. « Elle est adorable, » dit-il doucement. Le cœur d'Ajoma fit un bond. « Veux-tu la tenir » Okafor hésita. Puis il hocha la tête et s'avança, prenant délicatement le bébé dans ses bras. Pendant quelques secondes, il resta là, regardant sa fille. Puis il la lui rendit. « Prends soin d'elle, » dit-il, puis il partit. Juste comme ça. Pas de grande déclaration d'amour, pas de promesses, pas de célébration. Juste le devoir. Ajoma resta assise là, tenant son bébé, se sentant plus seule que jamais. Au cours des semaines suivantes, l'amertume d'Ajoma grandit. Elle regardait Okafor continuer de choyer Agnès. Elle le voyait apporter à Agnès des plats spéciaux, masser ses pieds enflés, murmurer des mots doux à son ventre qui s'arrondissait. Et chaque fois qu'elle voyait cela, une partie d'elle mourait, car elle réalisait une chose terrifiante. Si Agnès donnait naissance à un garçon, tout serait fini. Son fils serait la fierté et la joie d'Okafor. Il hériterait de tout. Il serait l'enfant chéri. Et Amaka. Amaka ne serait rien. Juste une autre fille dans un monde qui valorisait les fils. Ajoma ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle ne le laisserait pas faire. Et ainsi, tard dans la nuit, pendant que le reste de la concession dormait, Ajoma recommença à comploter. Comment pouvait-elle se débarrasser d'Agnès ? Comment pouvait-elle s'assurer que cet enfant ne verrait jamais le jour ? Mais cette fois, Okafor veillait. Et il n'y avait aucun moyen d'empoisonner Agnès à nouveau sans se faire prendre. Alors Ajoma attendit et pria. Pria pour qu'Agnès ait une fille. Pria pour que des complications surviennent.
pria pour que, d'une manière ou d'une autre, le destin soit de son côté. Pendant ce temps, dans ces petits quartiers, Agnès se préparait à l'inévitable. Elle savait que son corps la lâchait. Elle le sentait. La façon dont ses forces s'amenuisaient. La façon dont même respirer était devenu une corvée. La façon dont son cœur luttait pour suivre le rythme de la vie qui grandissait en elle. Elle savait qu'elle pourrait ne pas survivre à l'accouchement. Alors, un soir, elle appela Ajoma dans sa chambre. Ajoma vint à contre-cœur, le visage soigneusement neutre. « Tu voulais me voir, ma sœur ?» Agnès hocha la tête faiblement. Elle était allongée sur sa natte, son ventre large et rond, son visage pâle et décharné. « Assieds-toi, » dit-elle doucement. Ajoma s'assit, les mains jointes sur ses genoux, son expression indéchiffrable. Agnès prit une profonde inspiration, puis tendit la main et prit celle d'Ajoma. « Ma sœur, » commença-t-elle, la voix tremblante, « toi et moi sommes amis depuis de nombreuses années. Nous avons grandi ensemble. Nous avons tout partagé. Et c'est pourquoi je t'ai fait entrer dans ma maison. » Ajoma ne dit rien. Agnès continua, « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mon corps est faible. Je le sens. Et je sais. Je sais que je ne survivrai peut-être pas à cet accouchement. » « Ne dis pas ça, » dit rapidement Ajoma, bien qu'il n'y ait aucune émotion réelle dans sa voix. « Non, laisse-moi finir. » Agnès lui serra la main. « S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu me promettes quelque chose. » Le cœur d'Ajoma s'emballa. « Quoi ? Promets-moi que tu prendras soin de mon enfant. » Ajoma se figea. Les yeux d'Agnès se remplirent de larmes. « Que ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Il ou elle sera seul au monde sans moi. Et je te fais confiance, ma sœur, mon amie, pour l'aimer comme ton propre enfant, pour le protéger, pour t'assurer qu'il ne se sente jamais mal aimé. » Ajoma la fixa, puis, très lentement, elle hocha la tête. « Je le promets, » dit-elle. Agnès sourit à travers ses larmes. « Merci, ma sœur. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Elles s'étreignirent, et tandis qu'Agnès la tenait, pleurant doucement, murmurant des mots de gratitude, Ajoma regardait le mur par-dessus son épaule. Son visage était vide. Son cœur était froid. Et au fond d'elle, elle pensait, « Je prendrai soin de ton enfant, sois en sûre. Je m'assurerai qu'il n'oublie jamais sa place. » 3 mois plus tard, Agnès entra en travail, et ce fut brutal. Bien pire que la performance dramatique d'Ajoma. C'était une douleur réelle, une lutte réelle, un danger réel. Le corps d'Agnès, déjà affaibli par des mois de maladie, pouvait à peine supporter l'effort. Elle cria, elle pleura, elle saigna. La sage-femme travaillait frénétiquement, chantant des prières, utilisant toutes ses compétences. Okafor se tenait à l'extérieur de la pièce, faisant les 100 pas comme un animal en cage, les mains tremblantes, le visage pâle. « S'il te plaît, mon Dieu, » murmura-t-il. « S'il te plaît, pas comme ça. » Les heures passèrent, de longues heures angoissantes. Et puis finalement, alors que le soleil commençait à se lever, un cri perça l'air. Le cri d'un bébé. La tête d'Okafor se redressa. La porte s'ouvrit et la sage-femme sortit, le visage grave. « Le bébé est en vie, » dit-elle doucement. Le cœur d'Okafor s'envola. « Et Agnès ?» L'expression de la sage-femme disait tout. Okafor la bouscula et se précipita dans la pièce. Agnès était allongée sur la natte, pâle, faible, respirant à peine. Mais elle souriait. Dans ses bras, enveloppée dans un petit linge, se trouvait un bébé. Une fille. Okafor tomba à genoux à côté d'elle, des larmes coulant sur son visage. « Agnès. » Son nom, murmura Agnès, sa voix à peine audible, est Amara. Okafor hocha la tête, sanglotant. « Amara. C'est parfait. » Agnès baissa les yeux sur le bébé, son sourire doux et triste. « Prends soin d'elle, » murmura-t-elle. « Promets-le-moi. »« Je te le promets, » s'étrangla Okafor. « Je te le promets, mon amour. » Les paupières d'Agnès se fermèrent. Et quelques heures plus tard, alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, Agnès rendit son dernier soupir. La concession était silencieuse. Pas le genre de silence paisible, mais le genre lourd, étouffant, accablé de chagrin. Agnès était partie. La femme qui avait été trop douce pour ce monde. La femme qui avait tout abandonné pour les gens qu'elle aimait. La femme qui avait confié à sa meilleure amie son trésor le plus précieux. Elle était partie. Okafor ne parla pas pendant des jours. Il tenait juste la petite Amara, la berçant doucement, des larmes coulant sur son visage. Et quand les villageois vinrent présenter leurs condoléances, il ne les entendit pas.
Tout ce qu'il pouvait entendre, c'étaient les derniers mots d'Agnès. « Prends soin d'elle. » Et il jura, à ce moment précis, qu'il le ferait. Quoi qu'il arrive. Après la mort d'Agnès, la responsabilité d'élever Amara incomba à Ajoma. Okafor était trop brisé pour le faire seul. Il se noyait dans le chagrin, à peine fonctionnel, se contentant d'accomplir les gestes de la vie. Alors, Ajoma intervint. Et aux yeux de tous, elle semblait être une sainte. Regardez Ajoma, elle s'occupe de l'enfant de sa coépouse comme du sien. Une femme si bonne. Agnès serait si fière. Ajoma souriait et acceptait les éloges. Mais quand Okafor ne regardait pas, quand les villageois ne regardaient pas, le masque d'Ajoma tombait et le véritable cauchemar commençait. Dans la concession d'Okafor, il y avait maintenant 2 bébés. Amaka, âgée de 3 mois, potelée et en bonne santé, avec les yeux vifs de sa mère et un cri qui pouvait réveiller les morts. Et Amara, une nouveau-née, minuscule et fragile, avec le visage doux de sa mère et un calme qui semblait presque anormal pour un bébé. Pour le monde extérieur, Ajoma élevait les 2 filles avec un amour et des soins égaux. Mais à l'intérieur de la concession, une guerre était menée. Une guerre silencieuse, cruelle, dévastatrice. Et la victime était un bébé qui ne pouvait même pas encore parler. Quand Okafor était à la maison, Ajoma était la belle-mère parfaite. Elle berçait Amara dans ses bras, roucoulant doucement, la balançant tendrement, la nourrissant avec soin. Elle souriait à Okafor et disait des choses comme « Regarde comme elle est belle ». Tout comme Agnès. Et Okafor, noyé dans son chagrin, désespéré de croire que sa fille était entre de bonnes mains, souriait faiblement et disait « Merci. Merci de prendre soin d'elle ». Mais dès qu'Okafor partait pour la plantation, dès qu'il tournait le dos, tout changeait. Ajoma posait Amara dans un coin de la pièce, non pas doucement, mais avec négligence, comme si elle déposait un sac d'igname, et tournait toute son attention vers Amaka. Elle nourrissait Amaka en premier, habillait Amaka avec les plus beaux vêtements, chantait pour Amaka, jouait avec Amaka. Et Amara? Amara restait dans son coin, pleurant. Pleurant de faim, pleurant pour du réconfort, pleurant la mère qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais personne ne venait. Pendant des heures parfois, Amara pleurait, sa petite voix devenant rauque, ses petits poings serrés, son visage rouge et taché de larmes. Et Ajoma l'ignorait complètement, comme si le bébé n'existait pas. Ce n'est que lorsqu'elle entendait les pas d'Okafor approcher, seulement quand elle savait qu'il revenait, qu'Ajoma se précipitait, prenait Amara dans ses bras, lui essuyait le visage et commençait à roucouler. « Chut, ma chérie, maman est là. » Et Okafor, sans se douter de rien, souriait. « Elle a de la chance de t'avoir, » disait-il. Ajoma souriait en retour, mais à l'intérieur, elle bouillait. Chanceuse? Cet enfant est un rappel constant de cette femme. Cet enfant est la raison pour laquelle Okafor aime toujours Agnès plus que moi, même si elle est morte. Si cet enfant n'était jamais né, Okafor oublierait Agnès et se concentrerait uniquement sur moi et ma fille. L'amertume s'envenima, et à mesure que les mois passaient, elle ne fit qu'empirer. Alors que les filles passaient de bébé à bambine, les différences entre elles devinrent impossibles à ignorer. Amaka était bruyante, audacieuse et confiante. Elle marcha tôt, parla tôt, exigea de l'attention et l'obtint. Elle était vêtue des vêtements les plus vifs, nourrie de la meilleure nourriture, recevait le plus de jouets. Elle était la fierté et la joie d'Ajoma. Amara, en revanche, était calme. Trop calme. Elle marcha tard, parla tard, et même quand elle commença à parler, sa voix était si douce qu'il fallait tendre l'oreille pour l'entendre. Elle portait des vêtements de seconde main, mangeait les restes, jouait avec des jouets cassés qu'Amaka avait jetés. Et chaque fois que les villageois le remarquaient, Ajoma soupirait dramatiquement et disait « Ah, vous savez, Amara est comme sa mère. Si timide, si réservée. Je fais de mon mieux, mais elle n'aime pas beaucoup parler. » Et les villageois hochaient la tête avec sympathie. Pauvre fille. Sa mère doit lui manquer. Ils n'avaient aucune idée. Aucune idée que le silence d'Amara n'était pas de la timidité. C'était de la peur. Quand Okafor n'était pas là, la cruauté d'Ajoma ne connaissait pas de limite. Elle donnait à Amaka une assiette pleine et à Amara les restes. Elle achetait à Amaka de belles robes et donnait à Amara de vieux pagnes délavés qui étaient 2 tailles trop grandes. Elle louait Amaka pour la moindre petite chose. Bien joué, ma chérie. Tu es si intelligente. Et réprimandait Amara pour avoir respiré trop fort. Pourquoi es-tu si inutile? Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Et le pire, c'est qu'Amara la croyait. Elle grandit en pensant qu'elle était inutile, qu'elle était un fardeau, qu'elle était la raison de la mort de sa mère. Parce que c'est ce qu'Ajoma lui disait. Chaque jour. Tu as tué ta mère. Tu le sais, n'est-ce pas?
Elle est morte à cause de toi. C'est pourquoi personne ne t'aime. C'est pourquoi tu ne seras jamais aussi bonne qu'Amaka. Amara, à peine âgée de 5 ans, s'asseyait dans un coin et pleurait en silence. Parce qu'elle ne voulait pas faire de bruit. Ne voulait pas être un fardeau. Ne voulait pas donner à Ajoma une autre raison de la traiter d'inutile. Vous vous demandez peut-être où était Okafor dans tout cela. La vérité est qu'il n'en avait aucune idée. Okafor était un homme bon, un homme gentil, mais il était aussi un homme occupé. Son commerce d'huile de palme s'était développé. Il voyageait constamment dans les villages voisins, rencontrant des acheteurs, gérant des ouvriers. Et quand il rentrait chez lui, épuisé et vidé, tout ce qu'il voulait, c'était la paix. Alors, quand Ajoma lui disait « Amara va bien. C'est juste une enfant calme, comme Agnès », il la croyait. Quand elle disait « Amaka est plus extravertie, mais les 2 filles sont heureuses », il la croyait. Parce que pourquoi ne le ferait-il pas? Ajoma était la meilleure amie d'Agnès. Agnès lui avait fait confiance, alors pourquoi pas lui? Et de plus, chaque fois qu'il était à la maison, tout semblait normal. Les filles jouaient ensemble. Ajoma souriait. La maison était paisible. Il ne voyait pas les bleus qu'Amara cachait sous ses vêtements. Il n'entendait pas les mots cruels qu'Ajoma murmurait quand il n'était pas là. Il ne savait pas que sa précieuse fille, le dernier morceau d'Agnès qui lui restait, était détruite de l'intérieur. Quand Amara et Amaka commencèrent l'école, la véritable compétition commença. Non pas parce que les filles le voulaient, mais parce que tout le monde le voulait. Dès le premier jour, les professeurs les comparèrent. Amara et Amaka sont dans la même classe. Voyons qui est la plus intelligente. Qui sera la première? Et les villageois. Oh, les villageois adoraient ça. Chaque jour de marché, chaque service religieux, chaque rassemblement de village, les gens jacassaient. Avez-vous entendu? Amara a eu une meilleure note en mathématiques. Oui, mais Amaka est plus confiante. Elle a répondu à plus de questions en classe. Amara est belle, mais Amaka est plus audacieuse. Amaka s'habille mieux, mais Amara est plus respectueuse. Et ainsi de suite. Et les filles, des enfants d'à peine 7 ans, étaient obligées de supporter le poids d'une comparaison constante. Mais voici le problème, Amara était brillante. Pas seulement intelligente, brillante. Elle comprenait les choses plus vite que n'importe qui dans sa classe. Elle résolvait des problèmes de tête pendant que les autres élèves comptaient encore sur leurs doigts. Elle pouvait lire des livres entiers en une seule fois et se souvenir de chaque détail. Ses professeurs l'adoraient. Amara est exceptionnelle, disait-il. Elle ira loin dans la vie. Mais Ajoma détestait ça. Chaque fois qu'un professeur louait Amara, chaque fois qu'un villageois disait « cette fille est si intelligente », le sang d'Ajoma bouillait. Parce que cela signifiait qu'Amara éclipsait Amaka, et c'était inacceptable. Un soir, après qu'Amara fut rentrée à la maison avec un bulletin montrant qu'elle était première de sa classe, Ajoma l'appela dans l'arrière-salle. Amara, serrant son bulletin, entra nerveusement. « Oui, maman ?» Le visage d'Ajoma était calme. Trop calme. « J'ai vu ton bulletin, » dit-elle doucement. Amara hocha la tête, ne sachant si elle devait sourire ou rester silencieuse. « Tu es arrivée première. »« Oui, maman. » Ajoma se leva lentement, s'approcha d'Amara et s'accroupit pour qu'elle soit à la même hauteur. Et puis, d'une voix si froide qu'elle aurait pu geler le feu, elle dit « Si jamais tu reprends la première place, je te battrai jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'asseoir pendant une semaine. » As-tu compris? Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Mais j'ai travaillé dur. Je m'en fiche. La voix d'Ajoma était comme de la glace. Tu n'éclipseras pas Amaka. Tu ne prendras pas la première place. Tu t'assureras qu'Amaka soit toujours devant toi. Toujours. Sinon, je ferai de ta vie un enfer. Les mains d'Amara tremblaient. Oui, maman. Bien. Ajoma se releva et sourit doucement. Maintenant, va et souviens-toi de ce que j'ai dit. Amara quitta la pièce, des larmes coulant sur son visage. Et à partir de ce jour, elle fit exactement ce qu'Ajoma lui avait dit. Elle échoua exprès. Cela brisait le cœur d'Amara. Elle aimait apprendre. Elle aimait lire. Elle aimait résoudre des problèmes et répondre à des questions. Mais à chaque test, à chaque examen, Amara regardait les questions, des questions dont elle connaissait les réponses, et écrivait délibérément les mauvaises réponses. Elle sautait des questions qu'elle pouvait facilement résoudre. Elle laissait des sections vides. Elle s'assurait que son score soit juste assez bas pour qu'Amaka soit mieux classée. Ses professeurs étaient déconcertés. Amara, que s'est-il passé? Tu étais si brillante. Je ne sais pas, monsieur. J'ai oublié. Oublié?
Mais ce sont des mathématiques de base. Tu pourrais faire ça en dormant. Amara se contentait de hausser les épaules et de baisser les yeux. Et les professeurs, confus et déçus, secouaient la tête et passaient à autre chose. Pendant ce temps, Amaka, qui avait de réelles difficultés à l'école, se retrouvait soudainement première. Et Ajoma était ravie. Ma fille est si intelligente, se vantait-elle auprès des villageois. Première place encore. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Et les villageois applaudissaient et la félicitaient. Tandis qu'Amara se tenait en arrière-plan, silencieuse et invisible. Mais il n'y avait pas que l'école. Le favoritisme d'Ajoma s'étendait à tout. Quand il était temps d'acheter des vêtements, Ajoma emmenait Amaka au marché et la laissait choisir les robes les plus vives et les plus belles. Et Amara recevait les restes, les vieux vêtements délavés et trop grands qui lui donnaient l'air de se noyer dans le tissu. Pourquoi Amara porte-t-elle toujours de grands vêtements? Demandaient les villageois. Ajoma soupirait. Ah, vous savez, elle grandit si vite. Je lui achète de beaux vêtements, mais elle les dépasse immédiatement. Alors, je lui donne juste des tailles plus grandes. Mensonge. Pur mensonge. Quand il était temps de manger, Amaka avait les meilleures portions, la viande, le poisson, les légumes frais. Amara avait les restes, les os, le riz brûlé au fond de la marmite. Et si elle osait se plaindre, Ajoma sifflait, « Tu as de la chance que je te nourrisse. Ta mère est morte. Si ce n'était pas pour moi, tu serais à la rue. » Amara apprit à ne pas se plaindre. Elle apprit à manger ce qu'on lui donnait. Elle apprit à porter ce qu'on lui disait. Elle apprit à être invisible. Mais les villageois ne voyaient pas les abus. Tout ce qu'ils voyaient, c'était deux filles qui grandissaient ensemble, et ils les comparaient sans relâche. La peau d'Amaka est éclatante. Quelle crème utilises-tu? Amara est si mince. Mange-t-elle bien? Amaka est si audacieuse et confiante. Amara est trop calme. Quelque chose ne va pas avec elle? Et la plus cruelle des remarques, Amaka fera une excellente épouse un jour. Mais Amara, qui épousera une fille si terne? Chaque commentaire était comme un couteau dans le cœur d'Amara, mais elle ne disait jamais rien. Elle souriait simplement faiblement et gardait la tête baissée. Les années passèrent. Amara et Amaka devinrent des adolescentes, et la compétition ne fit que s'intensifier. Chaque réussite d'Amara était minimisée. Chaque réussite d'Amaka était célébrée. Quand les cheveux d'Amara devinrent longs et magnifiques, Ajoma les coupa tous, prétendant que c'était trop de travail à entretenir. Quand les cheveux d'Amaka poussèrent, Ajoma l'emmena au salon pour les faire tresser magnifiquement. Quand Amara montra de l'intérêt pour aller étudier en ville, Ajoma rejeta immédiatement l'idée. « Toi, aller en ville? Ne sois pas ridicule. On a besoin de toi ici. » Mais quand Amaka mentionna vouloir aller en ville, Ajoma sourit et dit « Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. » C'était suffocant, écrasant, injuste de toutes les manières possibles. Mais Amara ne se rebellait jamais. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne disait jamais rien à son père. Parce qu'au fond d'elle, elle croyait ce qu'Ajoma lui avait dit toutes ces années auparavant. « Tu as tué ta mère. Tu es inutile. Personne ne t'aime. » Et si c'était vrai, alors peut-être méritait-elle tout cela. Quand Amara et Amaka eurent respectivement 16 et 17 ans, elles étaient devenues deux jeunes femmes d'une beauté saisissante. Mais la beauté, comme il s'est avéré, n'était qu'un autre champ de bataille. Amaka avait des courbes qui faisaient trébucher les hommes. Sa peau brillait comme si elle se baignait dans du lait et du miel chaque matin. Ce qui, grâce aux crèmes coûteuses d'Ajoma, était presque le cas. Ses cheveux étaient toujours coiffés. Tresses, tissages, perruques, tout ce qui était à la mode au village, Amaka l'avait en premier. Elle marchait avec assurance, parlait avec audace, riait fort, exigeait l'attention et l'obtenait. C'était le genre de fille qui savait qu'elle était belle et s'assurait que tout le monde le sache aussi. Amara, d'un autre côté, était belle d'une manière plus discrète. Sa peau était lisse et sombre, comme de l'ébène poli. Ses yeux étaient grands et expressifs, encadrés de longs cils qu'elle ne remarquait même jamais. Ses traits étaient délicats, presque fragiles, comme sculptés par un artiste qui aurait pris son temps. Mais on ne l'aurait jamais deviné en la regardant, car Ajoma s'assurait qu'Amara n'ait jamais l'air à son avantage. Des vêtements trop grands et délavés qui cachaient sa silhouette. Pas de bijoux, pas de maquillage, pas de belle coiffure. Juste simple, presque invisible. Et pourtant, les villageois les comparaient toujours. Amaka est belle, mais Amara a quelque chose de spécial dans son visage. Le corps d'Amaka est comme une bouteille de Coca-Cola. Mais la peau d'Amara, elle brille naturellement. Amaka s'habille bien, mais Amara serait éblouissante si seulement elle faisait un petit effort. Chaque jour,
Les comparaisons ne cessaient jamais. Et chaque fois qu'Ajoma entendait quelqu'un faire l'éloge d'Amara, elle rentrait à la maison et rendait la vie d'Amara encore plus misérable. Un jour de marché, une vieille femme arrêta Amara sur la route. « Ma fille, » dit la femme en souriant chaleureusement. « Tes cheveux sont si beaux, si épais et longs. Tu devrais les tresser. Ce serait ravissant. » Amara sourit timidement. « Merci, madame. » La femme continua de s'extasier. « Sérieusement, je n'ai jamais vu de tels cheveux chez une jeune fille. Tu dois en prendre grand soin. » Amara ne sut que dire, alors elle hocha simplement la tête et se dépêcha de rentrer. Mais Ajoma avait observé la scène et avait tout entendu. Ce soir-là, après le départ d'Okafor pour une réunion de village, Ajoma appela Amara dans sa chambre. « Assieds-toi » ordonna-t-elle, désignant un tabouret bas. Amara s'assit, confuse. « Oui, maman ?» Ajoma prit une paire de ciseaux. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Maman, quoi ?»« Tes cheveux sont trop longs, » dit froidement Ajoma. « Ça devient une distraction. Les gens n'arrêtent pas d'en parler, alors je les coupe. Mais maman, t'ai-je demandé ton avis ?» Les mains d'Amara tremblaient. « Non, maman. » Et là, dans cette petite pièce, Ajoma attrapa les magnifiques cheveux longs d'Amara et les coupa tous. Pas proprement, pas soigneusement, elle les taillada comme si elle coupait de l'herbe envahissante. Mèche après mèche, les cheveux tombèrent sur le sol. Amara resta assise, des larmes coulant sur son visage, regardant ses cheveux, la seule chose dont elle était fière en secret, disparaître. Quand Ajoma eut terminé, Amara avait l'air d'avoir été attaquée par un coiffeur possédé. Sa tête était inégale, clairsemée, presque chauve par endroits. « Voilà, » dit Ajoma, satisfaite. « C'est beaucoup mieux. Maintenant, va-t'en. » Amara se leva lentement, toucha sa tête et courut dans sa petite chambre. Elle pleura pendant des heures. Le lendemain, quand elle alla au marché, les villageois sursautèrent. « Amara, qu'est-il arrivé à tes cheveux ?» Ajoma, qui se tenait à proximité, soupira dramatiquement. Elle a voulu les couper elle-même. Je lui avais dit de ne pas le faire, mais vous savez à quel point les enfants peuvent être têtus. Mensonge. Pur mensonge. Mais personne ne remit cela en question. Et Amara, elle, garda la tête baissée et ne dit rien. Quelques mois plus tard, un autre incident se produisit. Cette fois, il s'agissait de la couleur de peau. La peau d'Amaka, grâce à toutes les crèmes et lotions coûteuses qu'Ajoma lui achetait, s'était considérablement éclaircie. Elle n'était pas naturellement claire de peau, mais les produits la faisaient briller d'une manière qui attirait l'attention de tous. Pendant ce temps, la peau d'Amara restait naturellement foncée, riche, profonde, magnifique. Et une fois de plus, les villageois le remarquèrent. La peau d'Amara est comme la nuit. Si lisse. Elle n'utilise même pas de crème, et pourtant elle brille comme ça. Certaines personnes sont simplement bénies par la nature. Ajoma entendit cela au marché et faillit exploser de rage. Elle rentra chez elle, alla chercher dans sa réserve de produits de beauté et trouva la crème éclaircissante la moins chère et la plus agressive qu'elle put trouver. Le genre qui brûle la peau si l'on ne fait pas attention. Le genre qui provoque des éruptions cutanées et des irritations. Elle appela Amara. « Tiens, » dit-elle en lui fourrant le pot dans les mains. « Utilise ça sur ta peau tous les soirs. » Amara regarda l'étiquette. Elle était délavée, vieille, et portait des avertissements écrits en petits caractères. « Maman, je ne pense pas que... » « T'ai-je demandé de penser ?» claqua Ajoma. « Utilise-la, c'est tout. Ta peau est trop foncée. Tu dois l'éclaircir. » Amara voulait refuser, mais elle ne le fit pas, car refuser signifiait une punition. Alors, elle prit la crème et l'utilisa. Et en une semaine, sa peau commença à réagir. Éruptions cutanées, brûlures, démangeaisons, taches sombres. C'était horrible. Mais Ajoma s'en fichait. En fait, quand Okafor le remarqua et demanda ce qui s'était passé, Ajoma dit, elle a utilisé une crème bon marché du marché sans me le demander. Je l'avais prévenue, mais elle n'a pas écouté. Une fois de plus, Amara porta le chapeau. Et une fois de plus, elle ne dit rien. À ce stade, Amara était si habituée à échouer exprès que c'était devenu une seconde nature. Chaque test, chaque examen, chaque devoir, elle regardait les questions, connaissait les réponses et écrivait délibérément quelque chose de faux. Ses professeurs avaient le cœur brisé. « Amara, tu étais notre meilleure élève. Que s'est-il passé ? » « Je ne sais pas, monsieur. As-tu des difficultés à la maison ? As-tu besoin d'aide ? » ?»« Non, monsieur. Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Elle se noyait.
Se noyait dans une vie où elle devait prétendre être moins que ce qu'elle était, juste pour survivre. Pendant ce temps, Amaka, qui avait de réelles difficultés à l'école, était saluée comme un génie. Première place encore, Amaka, tu es si intelligente. Amaka souriait et acceptait les éloges, ne sachant pas que la seule raison pour laquelle elle était première était qu'Amara avait abandonné la course. Il y eut un jour, un seul, où Amara faillit tout dire à son père. C'était tard dans la nuit. Okafor venait de rentrer d'un long voyage. Il était assis dehors, profitant de la brise fraîche, quand Amara passa. Amara, appela-t-il doucement. Elle s'arrêta. Oui, papa. Viens t'asseoir avec moi. Elle s'assit à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Okafor dit, tu ressembles tellement à ta mère. Le cœur d'Amara se serra. Elle était calme comme toi, continua Okafor. Mais elle était aussi forte, plus forte que quiconque ne le pensait. La gorge d'Amara se noua. Elle me manque tous les jours, dit Okafor, la voix chargée d'émotion. Mais quand je te regarde, je la vois, et cela m'apaise. Amara voulait pleurer. Vouloir tout lui dire. Vouloir dire, papa, je souffre. Ajoma me déteste. Elle m'affame. Elle me bat. Elle me fait rater mes examens. Elle m'a coupé les cheveux. Elle me détruit. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Mais quand elle ouvrit la bouche, tout ce qui sortit fut, elle me manque aussi, papa. Okafor sourit tristement et lui tapota la main. Tu es une bonne fille, Amara. Ta mère serait fière de toi. Et ce fut tout. Le moment passa, et Amara garda le silence. Et puis un jour, tout changea. Deux hommes vinrent à la concession d'Okafor. Le même jour. L'un était un homme riche avec une Mercedes classe G, vêtu de vêtements chers, sentant l'argent. Son nom était Johnson. L'autre était un pauvre ouvrier avec une bicyclette rouillée, vêtu de simples vêtements usés, sentant le travail acharné. Son nom était Jadina. Et ils étaient tous les deux venus demander une épouse. Johnson voulait Amara. Jadina voulait Amaka. Toute la concession se figea. Parce que personne, absolument personne, ne s'y attendait. C'était un mardi après-midi. Le genre d'après-midi où le soleil était au zénith. Chaud, agressif et complètement indifférent au fait que les gens souffraient en dessous. Okafor était à la maison ce jour-là, ce qui était rare. Il avait décidé de faire une pause de la plantation et de passer du temps à réparer des choses autour de la concession. Un toit qui fuit par-ci, une clôture cassée par-là, juste être un propriétaire responsable. Amara balayait la cour, la tête baissée, s'occupant de ses affaires comme d'habitude. Amaka était à l'intérieur, s'admirant dans un miroir, essayant différents pagnes et se demandant lequel affinait le plus sa taille. Et Ajoma était dans la cuisine, préparant le déjeuner et calculant mentalement combien de temps encore elle pourrait garder Amara invisible avant que la fille ne redevienne accidentellement belle. Tout était normal jusqu'à ce qu'ils l'entendent. Le bruit d'un moteur de voiture. Pas n'importe quelle voiture. Une grosse voiture. Le genre de voiture qui faisait vibrer le sol. Le genre qui s'annonçait à 3 rues de distance. Le genre qui faisait s'égailler les poulets et arrêter de jouer les enfants juste pour regarder. Tout le monde dans la concession se figea. Okafor leva les yeux de la clôture qu'il réparait. Amara arrêta de balayer. Même Amaka laissa tomber son miroir et se précipita à la fenêtre. « Est-ce que c'est une classe G ?» murmura Amaka, les yeux écarquillés. Et en effet, entrant dans la concession d'Okafor comme si elle en était la propriétaire, se trouvait une Mercedes classe G noire et brillante. Polie, chère, le genre de voiture qui criait « J'ai de l'argent » et je veux que tout le monde le sache. Les villageois qui passaient par la s'arrêtèrent net. Et, qui est-ce? Est-ce un fonctionnaire du gouvernement? Peut-être un de ces gros bonnets de Lagos? La voiture se gara en douceur au centre de la cour, puis la porte s'ouvrit. Johnson en sortit. Grand, beau, bien habillé d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir, des lunettes de soleil sombre, une montre en or qui pourrait probablement payer 3 mariages. Des chaussures si brillantes qu'on pouvait y voir son reflet. Il regarda autour de lui, retira ses lunettes de soleil d'un mouvement lent et délibéré, et sourit. « Bonjour », dit-il, sa voix douce et confiante. Okafor cligna des yeux. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ?» Johnson sourit plus largement. « Je cherche quelqu'un. Une jeune femme. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines en demandant mon chemin. Elle s'appelle Amara. » Toute la concession devint silencieuse. Amara, qui se tenait dans un coin avec un balai à la main, faillit le laisser tomber. « Moi ? Amaka,
qui regardait depuis la fenêtre, sentit son estomac se nouer. Quoi? Et Ajoma, qui écoutait depuis la cuisine, sentit sa tension artérielle monter en flèche. L'homme riche est là pour Amara. Mais avant que quiconque puisse pleinement réaliser ce qui se passait, ils entendirent un autre son. Le grincement d'une bicyclette. Et entrant dans la cour juste derrière la classe G, semblant ridiculement déplacé, se trouvait Jadina sur sa vieille bicyclette rouillée. Il était habillé simplement, propre mais sans chichi, une chemise délavée, un pantalon usé, des sandales qui avaient connu des jours meilleurs. Il pédala dans la cour, gara sa bicyclette à côté de la classe G. Le contraste était presque comique, et en descendit. « Bonjour, monsieur », salua respectueusement Jadina. Okafor était maintenant complètement confus. « Bonjour, et vous êtes ?» Jadina sourit. « Mon nom est Jadina, monsieur. Je suis venu demander la main de votre fille en mariage. » Un autre silence. Cette fois, même les poulets semblaient choqués. Okafor haussa un sourcil. « Quelle fille ?» Le sourire de Jadina s'élargit. « Amaka, monsieur. » Et c'est ainsi que toute la concession explosa. Réaction d'Amaka. De l'intérieur de la maison, Amaka faillit crier. « Le pauvre homme me veut, moi? Celui avec la bicyclette? Alors que l'homme riche veut Amara ?» Elle sentit son monde entier basculer. Ce n'était pas ainsi que ça devait se passer. C'était elle la belle, la confiante, celle que tout le monde louait. Alors pourquoi l'homme à la classe, demandait-il Amara? Dans la cuisine, Ajoma serra le bord de la table si fort que ses jointures devinrent blanches. Ça ne peut pas arriver. L'homme riche veut Amara. Le pauvre homme veut Amaka. Non. 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 Son esprit s'emballa. Elle avait passé des années à s'assurer qu'Amara reste dans l'ombre. Des années à s'assurer qu'Amaka brille plus fort. Des années à s'assurer que, le moment venu, Amaka serait celle qui se marierait bien et assurerait leur avenir. Et maintenant, ça. Oh non. Amara resta figée, le balai toujours à la main, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi ressentir. Confuse? Oui. Choquée? Absolument. Effrayée? Certainement. Un homme riche voulait l'épouser. Mais pourquoi? Elle ne lui avait jamais parlé plus de 5 minutes. Elle lui avait juste indiqué le chemin de la concession d'Onou. C'est tout. Alors pourquoi était-il ici, dans la cour de son père, à demander sa main? Ça n'avait aucun sens. Okafor regarda les deux hommes. Le riche avec la classe G, le pauvre avec la bicyclette. Et il ne ressentit rien. Ni excitation, ni déception. Car Okafor ne se souciait pas des voitures, des bicyclettes ou des vêtements chers. Il se souciait d'une seule chose. Ces hommes traiteraient-ils bien ses filles? C'est tout. C'était tout ce qui comptait. Okafor invita les deux hommes à s'asseoir. Ils s'assirent dans le petit salon, Johnson dans ses vêtements chers, Jadina dans ses vêtements simples, et Okafor s'assit en face d'eux, les bras croisés. Alors, commença Okafor, regardant d'abord Johnson. Vous dites que vous voulez épouser ma fille, Amara. Johnson hocha la tête. Oui, monsieur. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines. Elle m'a aidé à trouver mon chemin quand j'étais perdu. Et j'ai été frappé par sa gentillesse, son humilité. Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'elle était votre fille. Je suis donc venu demander officiellement sa main. Okafor hocha lentement la tête. Et vous? Il se tourna vers Jadina. Vous voulez épouser Amaka? Jadina sourit. Oui, monsieur. Je l'admire depuis longtemps. C'est une femme forte et confiante. Je crois que nous formerions un bon couple. Okafor se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant les deux hommes. Puis il dit quelque chose qui choqua tout le monde. Je me fiche que vous soyez riche ou pauvre. Je me fiche que vous conduisiez une classe G ou une bicyclette. Ce qui m'importe, c'est ceci. Prendrez-vous soin de mes filles? Les traiterez-vous avec respect? Les rendrez-vous heureuses? Johnson hocha immédiatement la tête. Bien sûr, monsieur. Je donnerai à Amara tout ce dont elle a besoin. Jadina hocha également la tête. Je n'ai peut-être pas grand-chose, monsieur, mais je travaillerai dur pour subvenir aux besoins d'Amaka, et je l'aimerai de tout mon cœur. Okafor sourit légèrement. Bien. Alors je parlerai à mes filles et verrai ce qu'elles veulent. Il se leva, signalant la fin de la réunion. Les deux hommes se levèrent également. Merci pour votre temps, monsieur, dit Johnson. Merci, monsieur, fit écho Jadina. Et puis ils partirent. Johnson dans sa classe G, Jadina sur sa bicyclette, laissant derrière eux une concession en état de choc absolu. Ce soir-là,
Après le départ des prétendants, Okafor appela ses filles dans le salon. Les deux filles s'assirent nerveusement. L'esprit d'Amaka s'emballait. Je ne peux pas épouser cet homme pauvre. Je n'épouserai pas cet homme pauvre. L'esprit d'Amara était plus calme, mais tout aussi anxieux. Pourquoi l'homme riche me veut-il? Que voit-il en moi? Okafor les regarda toutes les deux. Deux hommes sont venus aujourd'hui, commença-t-il. L'un veut épouser Amara. L'autre veut épouser Amaka. Il fit une pause. Je veux savoir ce que vous en pensez. Connaissez-vous ces hommes? Voulez-vous les épouser? Amaka parla la première, sa voix vive et ferme. Papa, je ne peux pas épouser Jadina. Je n'épouserai pas un homme pauvre, un homme avec une bicyclette, un ouvrier. Non, papa, je refuse. Okafor haussa un sourcil. Et pourquoi donc? Parce qu'il n'a rien, dit Amaka, exaspérée. Il travaille dans les champs des autres. Il n'a même pas sa propre terre. Comment prendra-t-il soin de moi? Comment survivrons-nous? Okafor ne dit rien. Puis il se tourna vers Amara. Et toi? Amara hésita. Sa voix était douce, presque un murmure. Papa, si c'est la volonté de Dieu que je me marie, alors je me marierai. Peu m'importe que l'homme soit riche ou pauvre. Tant qu'il m'aime sincèrement, je serai heureuse. Le visage d'Okafor s'adoucit. Bien, dit-il doucement. C'est la bonne réponse. Amaka fixa sa sœur, incrédule. Est-ce qu'elle est sérieuse, là? Plus tard dans la nuit, après qu'Okafor fut allé se coucher, Ajoma accula Amaka dans sa chambre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Siffla-t-elle. Pourquoi n'as-tu pas dit oui à l'homme riche? Amaka cligna des yeux. Mais maman, l'homme riche veut Amara, pas moi. Je le sais bien, claqua Ajoma. C'est pourquoi nous devons changer ça. Amaka fronça les sourcils. Comment? Les yeux d'Ajoma brillèrent d'une lumière dangereuse. Laisse-moi faire, dit-elle lentement. Je m'assurerai que l'homme riche te choisisse, toi. Mais comment? J'ai dit, laisse-moi faire. Aboya Ajoma. Amaka se tut, et Ajoma recommença à comploter. Cette nuit-là, Ajoma ne put dormir. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit travaillant plus vite qu'un générateur sur sa dernière goutte de carburant. L'homme riche voulait Amara. Le pauvre homme voulait Amaka. C'était inacceptable. Elle avait passé des années, littéralement des années, à s'assurer qu'Amara reste dans l'ombre. Des années à s'assurer qu'Amaka soit la star, l'enfant chéri, celle que tout le monde admirait. Et maintenant, juste au moment de récolter les fruits de tout ce dur labeur, un homme riche quelconque avec une classe avait décidé qu'il voulait Amara? Il faudra me passer sur le corps, se dit-elle. Ajoma se redressa dans son lit, la mâchoire serrée de détermination. Elle avait besoin d'un plan, un bon, et il lui en fallait un rapidement. Le lendemain matin, Ajoma se leva tôt et commença à élaborer sa stratégie. Elle savait que Johnson reviendrait. Les hommes comme lui revenaient toujours. Persistants, confiants, sûrs de ce qu'ils voulaient. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ce dont Ajoma avait besoin, c'était d'une opportunité. Un moment où Okafor ne serait pas là, une fenêtre de temps où elle pourrait opérer sa magie sans interférence. Et comme par hasard, ou par la volonté du diable, selon le point de vue, cette opportunité se présenta 3 jours plus tard. C'était un jeudi matin. Okafor était parti tôt pour la plantation. Il avait une réunion avec des acheteurs d'huile de palme d'un village voisin, et ne serait pas de retour avant la fin de l'après-midi. Amara avait été envoyée à la rivière pour chercher de l'eau, Ajoma s'en était assuré, et Amaka était à l'intérieur, se préparant au cas où Johnson se montrerait. Ajoma avait briefé sa fille la veille. Quand cet homme viendra demain, je veux que tu sois la plus belle. Porte ce pagne bleu que je t'ai acheté. Celui qui met en valeur ta taille. Mets du rouge à lèvres. Souris. Sois charmante. Compris? Amaka avait hoché la tête avec empressement. Oui, maman. Bien. Parce qu'une fois que j'en aurai fini, cet homme ne se souviendra même plus du nom d'Amara. Et bien sûr, vers midi, ils l'entendirent. Le son de la classe G. Le cœur d'Ajoma s'emballa d'anticipation. Parfait. Johnson sortit de sa voiture, toujours aussi impeccable. Chemise blanche, pantalon sombre, la même montre chère brillant au soleil. Il portait un panier de fruits, un tissu coûteux et une bouteille de vin. De toute évidence, il était sérieux dans ses intentions. Il se dirigea vers l'entrée de la concession et frappa à la porte. Ajoma répondit, son visage s'illuminant d'un large sourire accueillant. « Ah, bonjour, monsieur. Bienvenue, bienvenue, dit Ajoma,
sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Johnson sourit. Bonjour, madame. Je suis venu voir le chef Okafor. Est-il là? Le sourire d'Ajoma ne vacilla pas. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Mon mari est parti à la plantation ce matin. Il avait une réunion importante avec des acheteurs. Mais il devrait être de retour en fin de soirée. Le visage de Johnson s'affaissa légèrement. Oh, je vois. Mais s'il vous plaît, dit rapidement Ajoma en faisant un geste vers l'intérieur. Ne laissez pas cela vous arrêter. Entrez. Entrez. Asseyez-vous. Reposez-vous. Vous avez fait tout ce chemin. Le moins que je puisse faire est de vous offrir l'hospitalité. Johnson hésita. Vous êtes sûr? Je ne veux pas déranger. Déranger? Non, 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 rit Ajoma. Vous êtes de la famille maintenant. Ou du moins, vous le serez bientôt. S'il vous plaît, entrez. Johnson sourit et la suivit dans le petit salon. Ajoma prit les cadeaux de ses mains et les mit de côté. Puis elle disparut dans la cuisine et revint avec un verre d'eau fraîche. Tenez, dit-elle en le lui tendant. Buvez. Vous devez être fatigué du voyage. Merci, madame. Johnson but l'eau avec gratitude, et Ajoma s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Ajoma soupira profondément. Alors, commença Ajoma, sa voix douce et triste. Vous voulez épouser Amara? Johnson hocha la tête. Oui, madame. C'est pour cela que je suis ici. Ajoma hocha lentement la tête, comme si elle réfléchissait très fort à quelque chose de difficile. Puis elle soupira de nouveau. Plus longuement cette fois, plus lourdement. Johnson fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas? Ajoma leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'une tristesse soigneusement étudiée. Je ne devrais probablement rien dire, commença-t-elle. Amara est ma belle-fille. Je l'ai élevée depuis qu'elle est bébé. Sa mère, ma chère amie Agnès, est morte en lui donnant naissance. Je me sens donc responsable d'elle. J'ai l'impression que je dois la protéger. Le visage de Johnson s'adoucit. C'est très gentil de votre part, madame. Mais, continua Ajoma en baissant la voix, en tant que mère, j'ai aussi la responsabilité de dire la vérité. Surtout quand quelqu'un est sur le point de prendre une décision qui changera sa vie. Johnson se pencha légèrement en avant. Que voulez-vous dire? Ajoma hésita, comme si elle luttait pour savoir si elle devait parler ou non. Puis elle soupira une fois de plus et dit, « Cette fille, Amara. Elle n'est pas bien. » Johnson cligna des yeux. « Pas bien? Est-elle malade ?» Ajoma secoua la tête. « Pas physiquement. Mais mentalement, spirituellement. » Les yeux de Johnson s'écarquillèrent. Ajoma baissa encore plus la voix, comme si elle partageait un secret dangereux. « Vous voyez, sa mère est morte en lui donnant naissance. Et depuis ce jour, Amara est différente. » Différente comment? Elle se parle à elle-même, dit doucement Ajoma. Pendant des heures. Je suis entrée dans sa chambre et je l'ai trouvée assise là, fixant le mur, ayant des conversations entières avec des gens qui ne sont pas là. Le visage de Johnson pâlit. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être juste seule, continua Ajoma, mais ensuite elle a commencé à dire des choses étranges. Elle disait qu'elle parlait à sa mère. À des esprits. À des amis invisibles. Johnson déglutit difficilement. Des amis invisibles? Ajoma hocha la tête gravement. Oui, et c'est pire. Parfois, tard dans la nuit, je l'entends rire. Mais quand je vais la voir, elle est seule, complètement seule. Et quand je lui demande ce qui est si drôle, elle me regarde juste avec ce regard vide, comme si elle n'était pas vraiment là. Johnson sentit un frisson lui parcourir l'échine. J'ai tout essayé, dit Ajoma en secouant tristement la tête. Je l'ai emmenée voir des prophètes, des pasteurs, des herboristes, des maisons de prière, mais rien ne fonctionne. La fille est possédée. Elle vient du royaume des eaux. Johnson faillit s'étouffer. Le royaume des eaux? Répéta-t-il, la voix tremblante. Ajoma hocha la tête, l'expression sérieuse. Oui, les esprits de l'eau. Vous savez comment ils sont. Ils s'emparent des jeunes filles et les utilisent à leur fin. C'est pour ça que sa mère est morte, vous savez. Les esprits voulaient Amara et ils l'ont prise. Johnson se renfonça dans sa chaise, l'esprit tourbillonnant. Il avait entendu des histoires sur les femmes du royaume des eaux. Des femmes qui semblaient normales en apparence, mais qui étaient secrètement contrôlées par des esprits aquatiques. Des femmes qui apportaient le malheur, la folie et la mort à leur mari.
Son propre oncle avait épousé une femme comme ça une fois. Elle l'avait conduit au bord de la folie avant qu'il ne divorce finalement et ne s'enfuit dans un autre village. Et maintenant, cette femme, cette belle-mère gentille et concernée, lui disait qu'Amara était l'une d'entre elles. Les mains de Johnson tremblaient légèrement. Ajoma l'observa attentivement, cachant sa satisfaction derrière un masque d'inquiétude. Et puis, pour sceller l'affaire, elle se pencha en avant et dit doucement, « Je vous dis seulement cela parce que je me soucie de vous, mon fils. Vous semblez être un homme bon, un homme décent, et je détesterais vous voir entrer dans un mariage qui détruira votre vie. » Johnson hocha lentement la tête, toujours sous le choc. Ajoma fit une pause, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. Puis elle sourit doucement et dit, « Mais vous savez, si vous cherchez une épouse, ma fille Amaka est disponible. » Johnson cligna des yeux, sortant de sa torpeur. « Amaka ? Oui. » Le sourire d'Ajoma s'élargit. C'est une fille merveilleuse. Pure, travailleuse, intelligente. Elle est première de sa classe depuis son enfance. Elle cuisine bien. Elle est respectueuse. Elle est forte. Et surtout, elle est normale. Pas d'esprit, pas de possession. Juste une fille bonne, solide et fiable. Johnson ne dit rien, mais Ajoma pouvait voir les rouages tourner dans sa tête. « Je n'essaie pas de vous mettre la pression, » dit rapidement Ajoma. « Je veux juste que vous sachiez que vous avez des options. Et si vous décidez qu'Amara n'est pas la bonne personne, eh bien, Amaka serait honorée d'avoir un mari comme vous. » Johnson déglutit difficilement. Et pour la première fois depuis son arrivée, il se surprit à regarder autour de la concession, espérant apercevoir Amaka au lieu d'Amara. Ajoma sourit. Piégé. Ainsi s'achève la première partie de ce drame familial, au cœur d'un village où les apparences sont des masques et où la jalousie tisse sa toile mortelle. Le piège est tendu, la tromperie semée. Mais le destin, souvent capricieux, n'a peut-être pas dit son dernier mot.